Si le chocolat Poulain compte toujours parmi les marques préférées des Français, on connaît peu l'histoire de son discret fondateur, Victor-Auguste Poulain. Sa vie fut pourtant singulière. Né en 1825 en région Centre, au sein d'une famille nombreuse très pauvre, rien ne le destinait à devenir un des meilleurs chocolatiers et un des plus grands industriels de son époque. Tout commence en 1825 à Pont-le-Voix, en région Centre, à quelques kilomètres de Blois, à l'ombre du château des Bordes, où vivent le comte et la comtesse de Ribéret. À quelques mètres de là, la ferme des Bordes, sur les terres du château, est occupée par les futurs parents de Victor-Auguste, Jeanne-Élise Gallou et Bruno-François Poulain, qui en gèrent l'exploitation pour monsieur et madame de Ribéret. C'est dans cette ferme que va naître Victor-Auguste Poulain le 11 février 1825. Il était le 10e enfant d'une famille de métayers. Il a commencé par aller, ce qu'on appelle en Sologno, packager, c'est-à-dire mener les oies au champ, parce que quand on était un petit enfant, c'était la première chose que l'on pouvait faire. On avait une grande baguette qu'on appelait une dîne. Il devait être un petit peu vif et ses parents lui ont payé les 3 francs 50 qu'il fallait pour aller à l'école. Chaque enfant était obligé d'apporter l'hiver leur bûche de bois. Il avait 6-7 ans à l'époque. Il faisait à pied les 3 kilomètres depuis la ferme jusqu'au village avec sa bûche sous le bras. Et il a juste appris les rudiments de l'écriture un petit peu et du calcul. Il est resté juste 3 ans à l'école. Il fallait qu'il travaille. Et à l'âge de 9 ans, il est parti avec un baluchon sur l'épaule, à pied, jusqu'à Bléré, qui est quand même à 80-90 km de là. Quand il était âgé, il disait qu'il ne savait plus s'il avait 10 ans et 9 sous en poche ou s'il avait 9 ans et 10 sous en poche. Donc là, il arrive chez un épicier à Bléré qui le prend comme commis. En 1835, après avoir passé 2 ans à Bléré dans l'épicerie de monsieur Minier, dont il gardera un souvenir ému toute sa vie, Auguste Poulain part à Blois continuer son travail de commis dans une autre épicerie qu'il quittera à l'âge de 12 ans, en 1837, grâce à la comtesse de Ribéret, qui connaît bien Auguste Poulain, cet enfant qu'elle a croisé de nombreuses fois. C'est elle qui va faire basculer son destin. Elle lui écrit une lettre de recommandation pour monter à Paris chez un épicier qui, à l'époque, a une épicerie qui est très célèbre sur la place de Paris, qui est rue Monsieur le Prince et qui s'appelle Au Mortier d'Argent. Il avait 13 ans quand il est arrivé à Paris. Ça devait être comme arriver dans un nouveau monde. Entre le bruit des calèches, les gens, l'habillement des gens dans la rue. Il arrive à Paris devant cette boutique qui était clinquante avec les lettres noires et dorées, avec un épicier qui a été à l'époque en gilet bleu, tous les petits commis en gilet bleu. Et c'était une épicerie très à la mode à Paris, en tout cas très en vogue. Par exemple, Balzac était le client de cette épicerie. Dans cette épicerie, non seulement on vend des gâteaux, des vins fins, du café, mais on fabrique du chocolat. Victor-Auguste va tout de suite se proposer pour aider la personne qui fabrique le chocolat en dehors de ses heures de travail. C'est soit le matin avant l'ouverture de la boutique, soit le soir après la fermeture de la boutique qu'il fabrique ce chocolat et qu'il aide. C'est pas par le goût, mais c'est par l'odeur alléchée, comme on dit dans les fables de La Fontaine. Mais c'est par l'odeur alléchée que ce goût du chocolat a pu naître dans l'esprit de Victor-Auguste Poulain, parce que ce goût était encore en fait assez rustique. À l'époque, la fabrication du chocolat, c'est quelque chose de très manuel. Il faut torréfier les fèves de chocolat, il faut enlever la peau, les concasser. Et après, avec un mortier, d'où le nom de mortier d'argent de l'épicerie parisienne, il faut les broyer et les mélanger avec du sucre.
ça reste extrêmement sommaire. Les morceaux de sucre ne sont pas vraiment amalgamés. Et quand on mange ce type de chocolat, on a à la fois de l'amertume et du sucré, mais qui viennent se superposer, mais qui ne sont pas liés encore ensemble. Le conchage va être inventé qu'à la fin du 19e siècle par M. Lindt. Au mortier d'argent, on fabriquait des boudins en chocolat qui étaient enveloppés dans du papier d'étain, conservés dans un endroit sec. Donc on vendait ces boudins et chez soi, les gens qui avaient les moyens de se l'offrir grattaient ces boudins de chocolat au-dessus d'une casserole d'eau ou d'une casserole de lait et après mélangeaient donc, ce chocolat pour en faire une boisson chaude qui était consacrée surtout aux enfants, aux convalescents. C'était ce qu'on appelait une boisson hygiénique, une boisson de santé. Il met de l'argent de côté. Il fait plein de petits métiers, donc il est déjà occupé sûrement le matin très tôt, le soir très tard, toute la journée, et en plus il fait des petits métiers. Il va broder des chaussons pour revendre, pour se faire encore de l'argent en plus, et il va être claqueur au théâtre de l'Ambigu. C'est un enfant du paradis, c'est-à-dire qu'il est tout là-haut dans les cintres et il est payé pour applaudir Frédéric Lemaître, qui à l'époque est en train de triompher dans les rôles d'Alexandre Dumas. Donc on imagine, on a Frédéric Lemaître, les enfants du paradis, et parmi les petits enfants du paradis, tout là-haut dans les claqueurs, il y a Victor-Auguste Poulain. En 1847, il revient à Blois. Avec ses 1800 francs d'économie en poche, il va louer un local commercial rue Porte-Chartraine, à Blois, pour ouvrir une petite boutique de confiseur. Cette maison, c'est la maison natale de Robert Houdin, le fameux magicien. Est-ce que c'est complètement le fait du hasard? Mais il y a un télescopage dans l'histoire blésoise de savoir que dans la même maison est né Robert Houdin et que Victor-Auguste Poulain s'est installé. Auguste Poulain vient d'avoir 23 ans lorsqu'il épouse Pauline Bagoulard. Elle est orpheline. Ils auront 3 enfants, Augustine, Albert et Pauline. Ils se marient le dimanche 20 février 1848, 2 jours avant la Révolution qui va mettre fin aux 18 ans de règne de Louis-Philippe, le dernier roi de France. Auguste ouvre sa première boutique pour fabriquer ses premiers chocolats. Et c'est Pauline qui va s'en occuper, devenant une collaboratrice indispensable. Victor-Auguste Poulain va toujours privilégier la qualité de ses produits. Tous les épiciers de la place de Blois fabriquent leur chocolat, mais ils font des chocolats qui mêlent d'autres produits, mi-santé, mi-trafiqués. On peut retrouver de l'ardoise pilée, de la terre brune, on peut trouver de l'ocre, on peut trouver des cabosses de chocolat. C'est pas un produit vraiment très engageant. Et d'autre part, le chocolat est aussi vendu dans des pharmacies, des chocolats ferrugineux, on fait des chocolats fortifiants au goudron, on fait des chocolats au sel de Vichy, des chocolats expectorants, on fait des chocolats facilitant la digestion, on fait des chocolats fortifiants, mais c'est jamais le chocolat pour lui-même en tant que produit. Et quand on a le chocolat pour lui-même en tant que produit, il est la plupart du temps falsifié, parce que c'est quand même une matière première qui coûte cher. Donc lui, c'est un petit chocolatier, mais qui utilise des produits de qualité, qui ne falsifie pas son chocolat et qui veut aussi que ça soit distribué à un plus grand nombre. C'est vraiment au 19e siècle que la chose bascule, c'est-à-dire que le chocolat de médicament qu'il était va devenir un produit plaisir, une confiserie, quelque chose qu'on déguste, pas pour se soigner, mais parce qu'on en a envie tout simplement. Et il va assez tôt, dès le début des années 1850, créer des bouchées de chocolat dont il fait la publicité. C'est lui, véritablement, au XIXe siècle, qui va faire le passage d'un chocolat liquide à un chocolat solide et de la consommation d'un chocolat de santé à un chocolat gourmandise. Il est vraiment une cheville ouvrière de ce passage historique-là. Depuis que les chocolats au lait très tendre de Poulain existent, leur finesse, leur fondant, leur délicatesse ne cessent de faire des ravages. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby.
chocolat au lait très tendre de Poulain, le chocolat qui adoucit les cœurs. Vous savez que je vous aime bien, vous. Les autres épiciers de la ville vont tenter de copier les produits Poulain, et Poulain va être obligé de se défendre contre ça. Donc il fait passer des annonces par voie de presse pour dire par exemple que les bouchées de Noël ne seront vendues, commercialisées que 7 jours avant Noël, pour pas que la concurrence ait le temps de les copier. Il se défend. Dans le journal local, on voit bien qu'il se défend et qu'il veut montrer l'authenticité de ses créations et la qualité de ses produits. Donc il commence à dire « Le chocolat Poulain est un des meilleurs de France, goûtez et comparez ». Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur slogan publicitaire, effectivement. Le client doit se faire sa propre idée, qu'il aille voir la concurrence s'il en a envie, mais qu'il revienne voir Poulain, et puis qu'il se fasse sa propre idée. Et ça, c'est vraiment un slogan génial, qui va être la marque de fabrique de Poulain pendant presque un siècle. Il a inventé la publicité comparative. Victor Auguste, il a une obsession, c'est de passer à l'industrialisation, parce que pour lui, c'est un gage de qualité du produit. Heureusement, Pauline Bagoulard a quelques dots. Elle a des fermes, elle a des locatures, et il va lui manger sa dot. Petit à petit, il va vendre toutes les fermes, mais à chaque fois, pour acheter une nouvelle machine à broyer, les fameuses machines à broyer Hermann. Victor Auguste, c'est un homme du 19e siècle. C'est un homme qui croit dans le progrès. Sa petite boutique rue Porte-Chartraine, c'est dans la grande rue de Blois, c'est la rue principale, c'est une boutique extrêmement étroite, donc il a occupé à peu près tous les locaux disponibles dans sa maison. Il y a le broyage qui se fait dans la cave, la fabrication qui se fait au rez-de-chaussée, dans la cour, enfin voilà, ça devient très vite trop petit. Donc très vite, il entreprend de mettre une entreprise de broyage à l'est de la ville, donc complètement à l'écart, c'est presque à 1,5 km du centre-ville, donc c'est déjà assez loin. Il a des entrepôts ailleurs, donc tout ça est un peu dispersé, et c'est en 1865 qu'il décide de tout rassembler et de ne garder que le magasin de vente en centre-ville. Et il va créer son usine sur les hauteurs de Blois, qui s'appelle l'usine de la Villette. Cette usine, il la conçoit comme un château, peut-être comme la demeure du château des Bordes de la comtesse de Ribéret qui lui a fait cette fameuse lettre de recommandation à ses débuts. Et pour lui, c'est presque une boucle bouclée, c'est-à-dire que c'est lui qui devient le notable en construisant cette usine. Vraiment, il accède à la haute bourgeoisie locale et française. Il construit au centre sa demeure, donc comme un château, et il crée des ateliers mécanisés sur les deux côtés, comme des communs. Le 2 juillet 1864, Pauline, épouse d'Auguste, meurt. Elle a 33 ans et elle a consacré la moitié de sa vie à aider Auguste à devenir un grand chocolatier. Elle ne verra pas sa consécration avec l'achèvement et la mise en service de l'usine qui aura lieu 2 mois plus tard. Progressivement, devant le succès, il y a d'autres bâtiments qui vont s'installer. Tout ça forme une véritable petite cité à l'intérieur de la ville. L'extension maximale de l'usine va occuper près de 3,5 hectares en plein centre-ville. Le château, c'est plus, je pense, dans une optique publicitaire aussi. Et ça va tout à fait dans le sens des usines de chocolat ou de confiserie. On extériorise ça par une architecture très séduisante. Les biscuiteries, les chocolateries vont avoir très facilement ce genre d'architecture séduisante. Et c'est, je pense, autant pour se loger décemment et pour montrer sa réussite, que pour faire un geste publicitaire qu'il fait construire son château en plein milieu de l'usine. Et c'est pas par hasard aussi qu'on a cette architecture brique et pierre qui rappelle un petit peu le château de Louis XII à Blois. C'est pas non plus un hasard. Avec les petites tourelles, ça fait un petit peu château de conte de fées. Bon, ça va avec le chocolat, avec le côté sucré, avec le côté aimable du chocolat. C'est toi, Paolo. Le cadeau de ta famille. Bien. Poulain 1848, c'est du chocolat, ça. 76% de cacao. Profond. Fondant. Exceptionnel. Et le reste, Paolino? Tu l'aurais pas mangé par hasard? 1848. Plus noir, tu meurs. Un connaisseur, ce Paolo. En 1870, Auguste Poulain a 45 ans et il est conseiller municipal de Blois.
la guerre franco-prussienne éclate, opposant la France aux États allemands coalisés sous l'égide de la Prusse. Elle va se solder par la défaite de la France, la chute de l'empire de Napoléon III, la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, et par une dette de guerre importante. À Blois, le 10 décembre, l'armée française fait sauter le pont pour empêcher les 40 000 hommes de l'armée ennemie de traverser le fleuve et d'atteindre la ville. En représailles, Blois est bombardée. Après seulement 3 jours de combat, le 13 décembre, l'armée française abandonne la ville. Le maire de Blois, Auguste Poulain, et un commissaire de police négocient avec l'ennemi. Le passage de Blois est décidé. Les 3 parlementaires sont tenus en joue, le temps que l'armée allemande passe la Loire, au cas où le moindre coup de feu serait tiré par un habitant de Blois. L'armistice est signé. Le maire ayant été emprisonné par les Prussiens, c'est Auguste Poulain qui sera chargé de négocier la dette imposée à la ville par la Prusse. Depuis l'âge de 15 ans, Albert, le fils d'Auguste, et ce malgré les protestations de son père, a décidé d'arrêter ses études pour travailler à l'usine. Il surveille la fabrication et la comptabilité. 8 ans plus tard, en 1874, à l'âge de 25 ans, Albert devient l'associé de son père. En 1878, l'usine Poulain produit 5000 kilos de chocolat par jour. 1 an plus tard, Albert Poulain rachète à la ville de Blois 3500 mètres carrés de terrain supplémentaires. Pour Auguste Poulain, son fils va trop vite et voit trop grand. Il préfère se retirer et prend sa retraite. Il a 54 ans. En 1884, sur les terrains qu'il a acquis, Albert Poulain fait construire de nouveaux bâtiments que l'on appellera l'usine Beau Séjour. C'est aussi l'époque où le chocolat va commencer à devenir un produit accessible aux classes moyennes, voire aux classes populaires. Il y a beaucoup de marques qui apparaissent dans la seconde moitié, plutôt la fin du 19e siècle. C'est Meunier, c'est Colère, c'est tous les chocolats européens. Et Poulain va se démarquer un petit peu des autres en étant extrêmement offensif justement sur la réclame. C'est vraiment Albert Poulain, donc à partir du moment où il devient directeur en 1881, qui va développer tout ce côté publicitaire, et jusque dans les petites épiceries de campagne où on donne aux épiciers des affichettes ou des supports carton que l'épicier n'a plus qu'à mettre dans sa vitrine. Donc il n'a pas à composer la vitrine, on lui fournit tout le matériel pour orner sa vitrine. Albert Poulain a ce génie-là de comprendre qu'il peut s'appuyer sur la publicité et sur les grands artistes. C'est possible aussi parce qu'il y a toute une nouvelle classe qui désormais sait lire. Avec l'enseignement obligatoire, on a des jeunes gens et des jeunes filles qui savent lire et qui savent donc interpréter le message et le faire comprendre. Victor-Auguste Poulain avait commencé à mettre des petites images, mais le processus va vraiment s'intensifier avec l'arrivée de son fils Albert, donc à partir de 1874 et surtout dans les années 1880. Il crée des formes d'images un petit peu plus allongées qui entourent en fait le haut du boudin dans les tablettes. Et il crée surtout cette notion de désir, c'est-à-dire qu'ils vont créer des histoires. Les enfants veulent connaître la fin de l'histoire. C'est une bande dessinée découpée. Les enfants passent leur temps à découper des images, à les coller dans les albums et ensuite à feuilleter des albums. Donc fort de ce qu'il sait être une attraction pour les enfants, Poulain distribue gratuitement dans ses produits des séries d'images et des séries qui sont remplacées quand même toutes les 6 semaines. Ça veut dire que toutes les 6 semaines, on a 10 séries nouvelles qui sortent. Donc c'est quand même à un rythme assez soutenu et donc on va acheter du chocolat pour avoir les séries complètes. Et les sujets sont variés à l'infini. On a les pays d'Europe, on a les monnaies, on a les timbres, les grands hommes. Donc tout ça va énormément contribuer au renom du chocolat Poulain et à son développement. D'autres chocolats de l'époque utilisent ce même procédé, mais chez Poulain, ça va prendre une proportion folle, puisque Poulain va être la seule marque à avoir sa propre imprimerie intégrée, ses propres illustrateurs intégrés. Et en 1900, il y a 70 personnes qui travaillent à l'imprimerie Poulain à Blois, et on produit dans cette imprimerie Poulain 350 000 images jour qui sortent de l'imprimerie, qui sont distribuées dans les tablettes. Tout le génie de Poulain, c'est d'avoir axé la publicité sur l'enfance. C'est évidemment pas l'enfant lui-même qui achète le chocolat, mais c'est lui qui demande à ses parents d'en acheter. Et toute la publicité, toute la réclame va jouer là-dessus. Les affiches mettent en scène des enfants,
tout ce qu'on peut distribuer dans les produits poulains vise les enfants essentiellement. Dans ces années-là, la scolarisation prend de l'importance, les lois Jules Ferry ont rendu l'école obligatoire et tout le monde est avide dans les familles que les enfants réussissent, apprennent plein de choses. Et donc Poulain se glisse dans ce courant et se dit apprenons un tas de choses aux enfants. Il est possible que Poulain en fait ait eu à cœur de développer la culture et l'enseignement, ayant lui-même dû arrêter l'école assez tôt. Il est possible qu'il ait été tenté de donner au plus grand monde l'accès effectivement aux connaissances. Je vais vous présenter un concours d'écriture qui a été lancé par Poulain en 1904. Ce concours consistait en fait à demander aux enfants à écrire le slogan Poulain sous différentes formes de police d'écriture, donc en ronde, en cursive et en bâtarde. Ce concours était doté d'un prix de 50 000 francs de l'époque pour celui qui serait élu vainqueur. Mamie, quel sport basque a été discipline olympique? Le tricot, chérie. Oui, un point de croix de toute beauté, bien joué. Il fixe le fil et tente une maille coulée, et ça passe, magnifique. Les images à collectionner Poulain sont de retour. Retrouvez-les vite dans les chocolats Poulain. Bien les enfants, vous vous souvenez hier, je vous ai fait faire une recherche sur Internet à propos d'un personnage célèbre ici dans votre ville. Est-ce que vous vous rappelez de quel personnage? Auguste Poulain. Pourquoi est-il célèbre à Pont-le-Voix? Léane? Parce qu'il est né à Pont-le-Voix et qu'il a fait une usine de chocolat à Blois. Très bien. Est-ce que le chocolat est quelque chose que vous aimez? Oui. Et alors, vous l'aimez comment? On sait maintenant que la saveur sucrée est la saveur universelle. C'est-à-dire qu'un bébé qui naît sur cette planète, la première chose qu'il va aimer, c'est de la douceur. Après, il faut savoir que toutes les autres saveurs, je dis bien toutes les autres saveurs, sont des saveurs acquises, sont des saveurs culturelles. Donc le goût pour l'amertume, c'est culturel. Le goût pour l'acidité, c'est culturel. Mes arrière-grands-parents, ils m'avaient offert un chocolat noir vraiment très fort et c'est papa et maman qui ont fini. Par essence, l'être humain, il va aimer universellement ce qui est gras et sucré. Le cacao, c'est un produit qui est gras et c'est un produit qui est sucré. Donc on flatte en fait deux fonctions qui sont primitives. Dans l'esprit et dans l'imaginaire contemporain, le chocolat, c'est quand même ce côté doux, fondant, onctueux. Vous fondez presque. C'est une régression enfantine. Si Marie-Christine Clément connaît aussi bien l'histoire du chocolat et les secrets du goût, c'est certes par intérêt pour Auguste Poulain, mais aussi par une passion commune pour le chocolat qu'elle partage avec son mari Didier Clément, chef étoilé au Lion d'Or, l'hôtel-restaurant qu'ils dirigent ensemble à Romorantin, en région Centre. Les Aztèques utilisaient déjà le chocolat comme une épice et c'était également un ingrédient de base pour des mets salés. Donc après au 18e, 17e, 18e, en fait dans l'utilisation du chocolat, on en a fait un mets de dessert, une boisson plutôt douce et sucrée, alors que en fait, le principe premier du cacao, c'est l'amertume. Donc après, c'est un contrôle de cette amertume avec des degrés de sucre qui peuvent être plus ou moins importants. Dans la cuisine, ça peut être intéressant dans l'utilisation avec des crustacés. Donc tout ça est une question de dosage et d'harmonie, parce qu'il ne s'agit pas de faire un homard au chocolat, je pense que ça n'aurait pas un intérêt majeur, mais il m'arrive dans des plats de gibier aussi d'utiliser le cacao. Plus principalement, donc pour assouplir une sauce, pour exhauster un parfum, un arôme sur le produit, notamment sur une cuisse de lièvre en civet au cacao, qui aurait avec du lièvre à la royale, mais donc avec une note exotique, extravagante parfois, c'est intéressant.
Je fais ce métier de passion depuis plus de 40 ans maintenant et je me souviens qu'à mes débuts, on faisait des crèmes pâtissières sucrées à 300 grammes pratiquement. Aujourd'hui, nous on descend à 150 grammes. C'est-à-dire qu'on a divisé le sucre de moitié, ce qui fait qu'on a une perception du sucré. Si on veut préserver aussi le goût des ingrédients qui sont autour, si c'est écrasé par le sucre, en fait, on a une perte de saveur et de précision de la dégustation. Donc le palais se fait, il faut le former, l'éduquer. C'est un instrument, un outil, on le considère comme ça, donc il faut l'entretenir aussi. J'ai été élevé au chocolat Poulain, parce que je suis natif de Blois. J'habitais dans un quartier où, lorsque le vent a été positionné sur la ville d'une certaine façon, en fait, on a aromatisé toute la ville. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on allait à l'école le matin avec l'odeur du chocolat Poulain qui planait sur la ville de Blois. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ineffaçable. Ça restera dans ma mémoire pour toujours. J'ai utilisé de l'instantané pour des petits balais au chocolat parce que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi voilà, aux références locales, au goût de l'enfance, au patrimoine local. Ça fait partie du patrimoine, le chocolat Poulain dans l'histoire du Loir-et-Cher et de la région centre. Le chocolat au lait de Poulain est 2 fois plus crémeux. Le chocolat au lait de Poulain est 2 fois plus crémeux. Donc, 2 fois plus tendre. Donc, 2 fois plus tendre. Et 2 fois plus onctueux. Et 2 fois plus onctueux. Oh, pardon. Poulain crémeux est plutôt 2 fois qu'une. Poulain crémeux est plutôt 2 fois qu'une. En 1893, l'usine compte 240 ouvriers. Albert Poulain crée une société anonyme avec 4 associés, choisis pour leur qualité de gestionnaire. Sous cette impulsion nouvelle, la production passe de 1500 tonnes de chocolat annuel en 1893 à 11 000 tonnes en 1917. Albert Poulain se retire de la gestion de la chocolaterie pour créer en 1898 une fabrique de biscuits en tout genre et va notamment inventer le Conquérant, un biscuit destiné à concurrencer le petit beurre de Lefèvre Utile à Nantes. Donc les Poulains restent dans l'affaire, mais l'usine est désormais confiée à des directeurs. Là, on passe d'une saga familiale à la saga d'une marque. Ce qui ne veut pas dire que la marque ne continue pas cette sorte de lien affectif avec la population française. Le chocolat est majoritairement à cette époque-là utilisé comme chocolat de petit déjeuner. Ça prenait un certain temps et donc on essaye d'imaginer un moyen plus commode pour faire fondre ce chocolat. Le cacao pulvérisé existe depuis longtemps. Van Houten l'a inventé en 1829, donc c'est pas récent. Mais ce que va inventer Poulain, c'est la dissolution instantanée de la poudre dans le lait. Alors qu'avant, il fallait touiller, il fallait faire fondre, enfin c'était assez compliqué. Avec l'instantané Poulain, on a effectivement tout de suite une tasse de chocolat chaud. Et donc, pour diffuser cette image du pulvérisé Poulain, les directeurs de Poulain à l'époque s'adressent à Cappiello, qui va inventer l'image du petit Poulain. C'est Cappiello, qui est à l'époque un affichiste très réputé, qui va styliser ce petit Poulain un peu malicieux que l'on voit de dos un peu en train de courir, comme s'il venait de voler une tablette de chocolat qu'il a dans ses mâchoires, avec une petite fille qui a une robe rouge. Cette affiche extrêmement moderne, extrêmement forte et visuellement extraordinaire. L'emballage du pulvérisé est orange, donc on a un cheval orange. Donc ça c'est une invention complètement saugrenue à la limite de Cappiello, mais qui va marcher à fond, parce que la couleur orange va rester pendant des années la marque de fabrique de Poulain. Il décide d'acheter des salles de cinéma, le cinéma qui est complètement débutant à l'époque, et donc il décide de se servir de ce nouveau médium pour faire la pub de Poulain. Le cinéma à l'époque n'est pas projeté dans des lieux en dur. Il est projeté sur des draps, sur des champs de foire. C'est une attraction de forains, le cinéma. Il y a à l'époque un monsieur Pathé qui a commencé à investir dans des lieux en dur, et avec ce monsieur Pathé, c'est la marque Poulain qui va la première aller repérer des lieux, des anciens théâtres dans toutes les grandes villes de France, que l'on puisse transformer en lieu de projection. Ayant des salles, il diffuse des films, dont certains sont des films publicitaires sur Poulain, et surtout, on acquiert des places de cinéma en achetant des produits Poulain. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument génial. C'était parier sur quelque chose d'extrêmement populaire pour faire vendre le chocolat.
Ça, c'est tout à fait l'esprit Poulain. Les premières salles de cinéma, notamment en Algérie, en Turquie et au Caire, ont été des cinémas Poulain. Sans la guerre de 1914, Poulain serait devenu un des plus grands distributeurs de films en France. Ça montre aussi bien la diffusion extra-européenne de la marque Poulain. C'est vraiment une marque, et d'ailleurs, Cappiello, dans son affiche, le dit, le chocolat Poulain inonde le monde. Donc le chocolat inonde le monde, ça montre bien effectivement l'attitude extrêmement offensive de Poulain pour prendre des parts de marché sur l'ensemble de la planète. En cas de guerre, et même encore de nos jours, les industries chocolatières sont réquisitionnées d'office, au même titre que les fabricants d'armes. C'est la seule industrie, en dehors de l'industrie lourde, qui est réquisitionnable. Le maréchal Joffre s'était aperçu qu'en 1870, les Allemands avaient été particulièrement vaillants et âpres à la bataille, et il avait appris que les soldats allemands avaient des rations de chocolat sur eux. Et il s'est dit, ben voilà, en fait, la victoire est due à la ration de chocolat. Il faut donner du chocolat à nos soldats. Donc en 14, ils pensaient que la guerre n'allait durer que quelques mois. Ils sont tous partis avec leur ration de chocolat. Et donc l'usine Poulain, en 1914, devait produire que du chocolat pour l'armée française. Et elle mettait donc des carrés plus petits dans ces boîtes en fer blanc que les soldats portaient à leur ceinture. Et il y avait marqué sur ces boîtes en fer blanc « à n'ouvrir que sur ordre ». Donc on imagine des soldats qui pouvaient être dans les tranchées, qui devaient crever de faim à un certain moment. Certains ont dû certainement ouvrir le chocolat et peut-être le manger en dehors des ordres qui pouvaient leur être prodigués. Mais il y en a certains qui, après 1918, sont rentrés chez eux avec cette ration de chocolat qu'ils ont gardée chez eux et qu'ils ont ouvert que bien plus tard. Et j'ai retrouvé dans les archives des petites cartes postales qui avaient été insérées par la marque Poulain, disant au porteur « Veuillez nous rendre compte de l'état du chocolat pour savoir si cette conservation était bien efficace. Et dès que vous aurez consommé ce chocolat, renvoyez-nous aussitôt cette carte postale. » Il y en a un notamment qui est très touchant, qui dit qu'il l'a ouvert qu'en 1942. Donc on pense qu'en 1942, il était aussi en manque et qu'il était bien content d'ouvrir cette fameuse ration de chocolat qui lui avait été donnée en 1914. Et il y a des petites cases à cocher. Le chocolat est-il encore bon? Le chocolat était-il encore en bon état? Et il coche oui, oui. Et en bas, il a rajouté dans la marge « J'ai porté ce chocolat pendant toute la guerre, les 4 ans de la guerre de 1914 à 1918. Je l'ai ramené chez moi, je ne l'ai ouvert qu'en 1942 et il était encore très bon. » Et il y a un autre qui l'a ouvert, lui, beaucoup plus tard, en 1951. Et il met « Toutes mes félicitations. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. » Le 8 juillet 1918 à 22 h, 4 mois avant l'armistice, un incendie d'origine accidentelle éclate dans l'usine Poulain dans le bâtiment Beau Séjour, l'un des plus anciens de la chocolaterie. Il faudra 2 jours pour parvenir à bout du sinistre, alimenté par d'énormes quantités de cacao, de sucre, les planchers en bois et le matériel imprégné de matières grasses. Les flammes atteignent jusqu'à 100 mètres de hauteur. Auguste Poulain assiste à ce drame depuis les fenêtres de son château. Il a 93 ans, il voit partir en fumée l'œuvre de sa vie. Il ne s'en relèvera pas. Il s'éteint 3 semaines plus tard, le 30 juillet 1918. Après l'incendie, la marque modernise son usine et en accroît ainsi la rentabilité. Les efforts publicitaires du chocolat Poulain se multiplient jusque dans les écoles, ciblant toujours les enfants. C'est sans aucun doute la marque de chocolat qui aura le plus massivement investi dans la publicité. Plus tard dans son histoire, Poulain, cultivant toujours l'ambition de rester une grande marque populaire, deviendra un des partenaires principaux du Tour de France.
Sur les bas-côtés, tout le monde avait les badges Poulain, les casquettes Poulain, les petits fanions Poulain et avait des petites barres de chocolat Poulain qui étaient jetées à la volée par les voitures. C'est plein de choses comme ça qui font que Poulain va devenir assez rapidement une des marques préférées des Français et qui reste encore une marque connue et appréciée des Français. Ce chocolat noir extra avec cette enveloppe jaune-orangée très forte a été aussi le chocolat noir du goûter des petits Français. On donnait un morceau de pain et on donnait la barre de ce chocolat noir Poulain, qui est un chocolat qui a beaucoup marqué les esprits parce que c'était un chocolat noir mais qui était onctueux. Et c'était un chocolat noir, c'est le premier chocolat noir dans lequel on a rajouté du beurre de cacao. Non, bientôt léger pour toi. Voilà ce qu'il faut pour faire grossir les saumons. Honorable maman, pourquoi je peux pas manger de cette pâte à tartiner? Parce que c'est Poulina léger, gros bêta, à la consistance d'une infinie délicatesse, avec de délicieuses céréales légères. Mais il n'y a pas de mais. Tu pourras déguster Poulina léger comme nos respectables amis quand tu auras atteint le poids d'un vrai saumon. Honorable maman, je ne veux plus devenir saumon. Poulina léger pour tous les honorables gourmands. Ou presque. Il nous a semblé intéressant de nous rapprocher de Gilles Cresneau, jeune artisan chocolatier français, plusieurs fois récompensé. Installé dans les Hauts-de-Seine, il s'est mis à son compte au même âge qu'Auguste Poulain, à 23 ans. Il a déjà 3 magasins. Comment Gilles Cresneau voit-il son avenir dans le contexte actuel? Imagine-t-il un éventuel développement industriel? Pourrait-il par exemple s'imaginer dans les pas d'Auguste Poulain? Aujourd'hui, on a une fabrication qui est totalement artisanale. Seulement avec la demande qu'on a, le développement qu'on connaît, on a entre la première année d'exploitation et la dernière année d'exploitation eu un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 60, ce qui n'est pas rien. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'un jour on sera obligé de passer à un stade industriel, si on se projette dans 10 ou 20 ans, ce sera vraiment un choix à faire, parce que c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Et donc, choix numéro 1, on arrête le développement. Ou alors, autre possibilité, on se dit, on a une demande qui est là, mais il faudra prendre un site de plusieurs milliers de mètres carrés pour pouvoir agrandir la chocolaterie au fur et à mesure de la demande, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on est dans des murs qui ne peuvent pas se pousser. Et là, c'est notre aventure. L'industriel a un cycle très long, il va fabriquer, il a aussi des stocks importants en prévision de certaines périodes. On passe après dans la grande distribution. Tout ça, c'est un cycle qui est assez long. Il va donc adapter ses recettes, avoir des recettes qui seront donc a priori moins bonnes parce qu'il faut qu'elles contiennent plus de sucre, parce que ça se conserve mieux. Et puis après, peut-être qu'au niveau de l'industriel, les exigences ne sont pas les mêmes. Nous, ce qu'on essaye, c'est de créer de l'émotion avec un produit qui est superbe. Et ce produit-là, malgré tout, on va le vendre simplement. On n'est pas dans la cosmétique où on a une crème quelconque qu'on va magnifier avec un bel emballage, une campagne, une égérie, etc. Ça, c'est ce qui permet de vendre du quelconque en le magnifiant avec du packaging. Le chocolat est quelque chose qui s'industrialise très bien. Donc on pourrait très bien imaginer demain trouver, fait par des industriels, des produits d'excellence. Alors c'est pas vrai encore aujourd'hui à ma connaissance. La fraîcheur, la conservation et la qualité de la recette et du procédé pour la mettre en œuvre, c'est vraiment sur ces 3 facteurs-là qu'en tant qu'artisan, je trouve qu'on se démarque vraiment de l'industrie. Je jure, sur la tête de maman, que voici, que bien que Poulain Light, le nouveau chocolat dégustation de Poulain, ne possède pas un atome de sucre, il est véritablement succulent. Merci Jean. Poulain Light sans sucre, incroyable mais vraiment bon. Après divers rachats, le chocolat Poulain est revendu à Cadbury Schweppes en 1988, puis à l'américain Kraft Foods en 2010. Aujourd'hui, la marque appartient au groupe Mondelez International, issu d'une scission du groupe Kraft Foods. En 1990, le groupe Cadbury Schweppes, alors propriétaire de la marque, décide de construire une usine moderne à quelques kilomètres de Blois, abandonnant l'ancien site jugé obsolète. C'est un tournant historique pour le chocolat Poulain et pour la ville de Blois. Depuis 5 ans, l'usine est abandonnée. Olivier Breton est entré ici en 1941, une vie entière au service du chocolat. Quand j'arrive là, une nostalgie, un écœurement, un dégoût de voir tout
Tout cet ensemble tombé en ruine. C'est des ruines maintenant. C'est une grande partie de ma vie qui s'en va. Quand on a travaillé plus de 40 ans dans une boîte, ça vous sert. On a appris que Poulain donc, déménageait du centre-ville pour aller à la périphérie de Blois. Donc c'était une bonne décision puisque ça maintenait l'emploi. Donc on peut dire que sur le plan social et économique, c'était une décision positive, si vous voulez. Mais en même temps, comme Poulain s'était installé à côté du château, en centre-ville, sur le plateau, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-on construire à cet endroit? Et comment fait-on pour pouvoir protéger le site, le protéger vis-à-vis du château, pour qu'on n'ait pas de construction qui défigure le paysage, et en même temps, protéger le site peut-être en gardant cette trace du 19e siècle, qui est peut-être aussi importante que toutes les autres. On va garder d'abord le château, c'est un classique. Bon, d'accord, il est au centre, c'est bien, il est sur son socle. Et après, il y avait un autre bâtiment industriel qui était lui en béton, très beau, avec des poteaux qui avaient des chapiteaux en attente pour éventuellement poser sur ces chapiteaux des poutres si on avait besoin un jour de créer un plancher intermédiaire. Donc on a mis l'école du paysage dans ces bâtiments qui sont remarquables sur le plan d'un mix béton-métal. Et puis après, on en a gardé un autre qui fait un peu comme un panoramique sur la Loire. Et sur ce socle, on a construit des logements neufs. Donc on n'a pas gardé la totalité des bâtiments industriels. Mais il ne fallait pas tout garder. On n'aurait rien pu en faire. Nous avons fait d'une pierre deux coups, si vous voulez. D'un côté, construire une usine nouvelle, réalisée par un architecte que je connais bien, Jean Nouvel, et de l'autre, préserver à des fins différentes les bâtiments industriels qui se trouvent en centre-ville. Nous avons décidé de garder au fond deux fois la mémoire des bâtiments dans le cœur de la ville et garder la mémoire de Poulain à travers la perpétuation d'une activité de production. Cette partie de Blois est quand même relativement restreinte par la superficie et nous avons tenté de faire vivre ensemble les différents siècles, les différentes périodes, mais sans jamais nous abandonner à la tentation de la destruction. C'est tellement facile de détruire. Détruire le bâtiment industriel, c'est comme de la négation en histoire. On ne peut pas faire un négationnisme architectural. Je pense réellement qu'un urbanisme humain vivant doit assurer une sorte de continuité historique. Et en 81, je dois dire que j'ai classé à tour de bras. Parce que j'avais été moi-même heurté, blessé, outré par les destructions que des gouvernements antérieurs avaient opérées sur notre patrimoine du 19e ou du 20e siècle. La destruction, par exemple, des halles de Baltard, à l'époque du président Pompidou. On ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout démolir. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut trouver ce juste équilibre entre ce qu'une génération doit garder pour éventuellement le transformer, pour le passer à la génération suivante sans tout garder. Mais il faut au moins qu'il y ait ce passage. Il n'y ait pas de rupture. Debout les enfants! Debout les enfants! Debout! Poulain, grand arôme. Merci maman! Oh, de rien les enfants. En 1994, il y a eu un nouveau directeur de marketing qui est arrivé chez Poulain, qui s'appelle Marc Baraban. Alors, il était arrivé avec un constat assez rapidement que cette marque était au fond une marque de chocolat pour les enfants. Ce fameux petit Poulain, dessiné par Cappiello en 1904, il était associé à une petite fille avec une petite robe rouge dans un champ. Et cette communication-là a perduré. Ensuite, on a introduit ce petit Poulain sur la marque. Et donc, insensiblement, la marque est devenue une marque destinée aux enfants. Jusqu'au jour où Marc Baraban est arrivé et a dit, bon, si on veut
sortir de notre petit positionnement enfant. Si on veut aller plus loin, il faut qu'on s'élargisse vers les adultes. Et comment on fait? On a pensé à la marque Victor-Auguste Poulain. C'est une super idée. Donc on s'est dit, on va travailler avec Victor-Auguste Poulain. Alors Victor-Auguste Poulain. Sur une tablette de chocolat, ça va faire des lettres qui vont être grosses comme ça, quoi. Donc illisibles. Alors en 3 lignes, Victor-Auguste Poulain. Ah oui, non, ça va pas le faire non plus. Ça va prendre trop de place. Et c'est nous qui avons recommandé 1848. Victor-Auguste Poulain, il a commencé en 1848. Eh bien, prenons 1848, ce qui a fait une nouvelle gamme de produits qui s'est développée formidablement bien. Ils ont pris 15% de part de marché en 3 ans. Un marché sur lequel ils n'étaient pas. Donc ça a été une vraie réussite. Et on racontait l'histoire derrière, au dos de la tablette. On racontait l'histoire. En 1848, Victor-Auguste Poulain a créé la chocolaterie à Blois, et voilà. On le faisait revivre, non pas en l'appelant Victor-Auguste Poulain, mais en disant 1848, ce qui disait la même chose, au fond. Puis ça disait aussi un savoir-faire, une tradition. Plus de 150 ans de savoir-faire. Il a modifié le positionnement de la marque. C'est pas simple, hein? Et il l'a fait sans rien abîmer à la marque. Il n'a rien cassé. On n'allait pas couper la tête du petit poulain, mais on allait dire, le petit poulain, on va l'utiliser sur les produits enfants. Il y avait une véritable attente de la part des adultes pour aller vers cette marque, mais ils attendaient juste les produits. Là, on a réussi à continuer de vendre aux enfants, et on a vendu pour les adultes. Et ça, c'est un exploit. J'adore le chocolat. J'aime le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat comme maman. J'en mange tous les jours. On adore le chocolat. Soit du chocolat blanc, soit du chocolat noir, soit du chocolat au café. J'ai appris en vieillissant à connaître le chocolat et je trouve que c'est délicieux. C'est une religion même. On est au Salon du chocolat, créé voici 21 ans, qui est une manifestation incroyable. Et c'est une grande fête du chocolat chaque année. Il y a plus de 100 000 visiteurs pendant 4 jours. C'est un record absolu, d'autant plus que ce salon maintenant a des dérivés dans le monde entier. Quand on a commencé, il y avait quelques artisans. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 répertoriés en France et 500 qui ont du talent et surtout qui ont des clients qui n'hésitent pas à débourser des sommes parfois importantes pour acheter du vrai chocolat. Les industriels, grâce au succès des artisans, grâce au succès de la qualité des artisans, ont nettement amélioré leurs produits. Et on trouve aujourd'hui dans les supermarchés des chocolats industriels, des tablettes de grande qualité. Il y a le pourcentage de cacao qui est écrit dessus, donc on sait où on va, 60%, 70%, 80%. Ensuite, les industriels comme les artisans se sont améliorés, ont créé des laboratoires avec une qualité qui part de la fève. Et la fève est très différente si elle vient d'une île ou d'une autre, d'un pays ou d'une autre. Et c'est comme ça que petit à petit, le chocolat français n'a cessé de s'améliorer avec le noir, le lait et des mélanges. Le chocolat était belge ou suisse. Il est devenu français. On a goûté plus de 800 chocolats dans l'année. Et vous allez découvrir les chocolatiers incontournables. J'appelle par ordre d'entrée en scène Saad Harouk Aoki de Paris, Gilles Créneau de Rueil-Malmaison. On a un classement du chocolatier français qui est réalisé tous les ans par le Club des croqueurs de chocolat. Et donc depuis 3 ans, on a eu la distinction maximale qui est l'Award, qui est décerné à quelques chocolatiers uniquement. L'Award qui est un petit peu ce que les étoiles du Michelin sont aux restaurateurs, puisqu'il n'y a pas vraiment l'équivalent en chocolat. Ils méritent tous vos applaudissements parce qu'ils travaillent à l'année, jour et nuit, pour vous permettre d'offrir de bons chocolats. Ça va faire 2 ans maintenant qu'on reçoit ce prix-là et qu'on est considéré comme un incontournable.
C'est connu depuis très longtemps, la marque Poulain. Ça existe depuis très longtemps. Ben, c'est quand on était petit, on avait du chocolat dans une tartine, dans un milieu de pain. On nous coupait le pain en deux, on nous mettait une barre de chocolat Poulain. Hein. Et voilà, c'était nos 4 heures. La marque Poulain, bien sûr, c'est notre enfance. Les images quand on était petite avec dans les tablettes. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est la boîte un peu couleur rouille, le dessus un peu plus foncé et le cheval. Ah ouais. Le cheval. Ah, le cheval, ouais. Poulain, quoi. Poulain. Mais non, mais ça fait un peu ancien. Lorsque je m'investis sur une marque à patrimoine comme ça, je considère que j'ai une responsabilité. Une responsabilité par rapport à notre histoire, par rapport à nous, Français, qui vivons avec ces marques depuis des générations et des générations. C'est important, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que même si elle appartient à un groupe américain aujourd'hui, demain elle appartiendra peut-être à un groupe chinois, ça restera Poulain et ça sera une des marques préférées des Français. Nos marques, ce sont nos marques, ce sont nos racines. Quand je rentrais de l'école et que ma grand-mère sortait la tablette de chocolat, me faisait une petite tartine avec du beurre et raclait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens, elle me faisait des petits copeaux de chocolat comme ça sur la tartine, mais c'est un souvenir magnifique. Voilà, c'était des moments formidables. Et ça, c'est la Madeleine de Proust, bon, on en a beaucoup entendu parler, mais moi je dirais les copeaux de chocolat Poulain de Patrick Vessière, quoi. Pour moi, c'est pareil. Il y a des moments comme ça d'émotion, de plaisir de notre enfance, ou pas de notre enfance, quand on est adulte aussi, qu'on n'a pas envie de balayer d'un revers de main en disant « Tiens, j'ai une marque chinoise qui est arrivée, etc. » Ben non. Par quel miracle, 150 ans plus tard, il y a encore des gens qui l'achètent tous les jours. C'est fabuleux quand même. Donc, c'est un vrai patrimoine. Il faut protéger absolument les marques à patrimoine, je crois, parce qu'elles ont une valeur inestimable. La poula bien, le meilleur chocolat, c'est le chocolat Poulain.